7 janvier 1981, dans l'émission Les Visiteurs du mercredi sur TF1, débarque une série qui allait enflammer le petit écran de la télévision française et consolider l'engouement du jeune public français pour les animés japonais quelques années après la venue de Goldorak. Une série d'animations différente des autres, qui allait être multidiffusée par la suite, dans laquelle un dénommé Curtis Newton, orphelin suite à la mort de ses parents alors qu'il n'était qu'un bébé, va être élevé par un androïde polymorphe nommé Mala, un robot dénommé Krag et le professeur Simon Wright. Et ces derniers lui enseignent tout leur savoir jusqu'à sa majorité, où Curtis prend la décision de mettre toutes ses connaissances acquises au service de l'humanité. Lorsque la paix dans le système solaire est menacée et qu'il n'y a plus aucun espoir, le gouvernement intersidéral, basé à New York, fait appel à un dénommé Curtis Newton qui officie sous le nom de code Capitaine Flamme. Le voile sera ainsi levé sur l'explication du générique de fin, ainsi que la plupart des personnes qui ont contribué à la création et à la diffusion de la série. Une série qui marqua à jamais toute une génération. Je vais vous raconter l'incroyable histoire des coulisses de la création et de la diffusion française de la série Capitaine Flamme. Tout commence en 1939. Mortimer Weisinger, rédacteur en chef au sein des éditions Better Publications, a dans l'idée de développer une série de romans basée sur un personnage ayant acquis des connaissances fabuleuses suite à une explosion radioactive. On lui conseille alors un certain Edmund Moore Hamilton afin d'écrire, de concevoir les histoires et les personnages, ce dernier ayant écrit de nombreuses nouvelles pour le magazine Air Wonder Stories depuis 1929. Mais Hamilton est peu emballé par cette idée et va ancrer le personnage dans un univers plus plausible et va mettre toutes ses connaissances scientifiques et astronomiques afin de rédiger en hiver 1940 Captain Future et l'Empereur de l'espace, lequel est édité au sein de magazine Pulp, revue très populaire auprès des adolescents, que l'on baptise Captain Future. Une série de 17 romans verront le jour jusqu'en 1944 où la pénurie de papier, suite à la Seconde Guerre mondiale, met un terme à la publication du Pulp. Printemps 1945, le Captain Future fait son retour au sein du premier numéro de Startling Stories, mais cette fois-ci sous forme de nouvelles, partageant ainsi la vedette à parts égales avec d'autres auteurs de science-fiction. Au total, 17 romans et 10 nouvelles seront écrites par Edmund Hamilton et publiées jusqu'en mai 1951. 1966, les romans sont traduits au Japon à l'initiative de Masahiro Noda, lequel traduira par la suite l'intégralité de l'œuvre d'Edmund Hamilton pour le marché japonais, et rencontre un véritable succès, à tel point qu'en 1977, la Toei Doga Animation, toujours à la recherche de nouveaux projets, désire surfer sur le succès de la Guerre des Étoiles et des aventures du Captain Future, et décide d'adapter les romans d'Edmund Hamilton sous la forme d'une série d'animation. Mais contrairement aux animés japonais de cette époque, qui sont souvent issus d'adaptations de manga, à l'instar d'Albator et Cobra, le Captain Future, alias le Capitaine Flamme pour la version française, déroge à la règle et fait partie de ces rares animés japonais qui ne sont pas issus de l'adaptation d'un manga. Afin de respecter au mieux les histoires d'Edmund Hamilton, chaque roman est divisé en 4 épisodes, constituant ainsi une histoire à part entière. Au total, sur les 27 histoires, 13 seront adaptées en animé, pour un total de 52 épisodes de la série. La Toei commandit alors à Takuo Noda, directeur d'animation, de concevoir les personnages de la série, afin de revisiter ceux issus des illustrations originales des romans américains des années 40, et ainsi les adapter pour le marché de l'animation japonaise en 1978. Mais ce dernier a un mal fou à rentrer dans la série et les personnages, et chose très courante à l'époque où les Japonais s'inspirent de vedettes internationales pour créer leurs personnages, à l'instar de la série Cobra s'inspirant de l'acteur français Jean-Paul Belmondo, Takuo va prendre pour modèle l'acteur américain Robert Redford, lequel servira de base afin de concevoir le design final du Capitaine Flamme. Takuo Noda et son collaborateur Toshio Mori vont ainsi revisiter tous les personnages issus des illustrations
des romans originaux d'Edmond Hamilton. Curtis Newton, alias le Captain Futur. Parfait. Si je comprends bien, c'est Queldel qui est la tête pensante et qui organise tout. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Pourquoi avez-vous capturé des vaisseaux ? Le professeur Simon Wright, au savoir inégalé, atteint d'une maladie incurable, dont William Newton, père du capitaine, transplante son cerveau dans un caisson en verre pour la version du roman. Le robot Grag, prononcé Krag en VF, issu du roman original, conçu par le père du capitaine Flamme et le professeur Simon, sera le premier compagnon de jeu de Curtis Newton. Otto, l'androïde polymorphe, capable de prendre l'apparence de toute personne, deviendra Mala pour la version française, en référence au gomme Mala et son pouvoir de se moduler. Johan Randall deviendra Johan Landor pour les besoins de la version française. Johnny Kirk deviendra Ken Scott. Ezra Gurney deviendra Ezla Garni, ainsi que Hugh et Ikk qui deviendront Limai et Frégolo. Taku Onoda sera également directeur d'animation sur la série et sera en charge d'uniformiser les dessins des animateurs ayant des styles très différents les uns des autres, afin de donner une uniformité sur toutes les animations de la série. C'est Tomoharu Katsumata, réalisateur attitré de la Toei, lequel fut le réalisateur de certains épisodes de la série Goldorak, à qui la Toei confie le soin de réaliser toute la série. Tadano Utsuji va quant à lui revoir les designs des vaisseaux, notamment la Comète, vaisseau principal du Capitaine Flamme, qui deviendra dans la version française le Cyberlab, et va notamment être influencé par le film 2001 l'Odyssée de l'espace, afin d'ancrer la série dans un univers plus plausible. Il s'occupera également par ailleurs des décors et sera directeur artistique sur toute la série. Les musiques très jazzy de la bande-son sont composées par l'excellent Yuji Ono. La prochaine éruption doit avoir lieu en un point situé à 15 km d'ici par sud-sud-ouest. Essayez de manœuvrer... Dans le roman original, ainsi que dans la version animée, toutes les planètes du système solaire sont habitées et sont le théâtre des enquêtes spatiales du Capitaine Flamme. Mais contrairement au roman, et ce, pour des raisons de crédibilité concernant l'animé, les Japonais rebaptisent les planètes afin de les ancrer dans un univers plus imaginaire. C'est ainsi que Jupiter devient Megara ou Denef, théâtre principal du premier épisode dans lequel Flamme doit affronter l'empereur de l'espace, un ennemi mégalomane qui a le pouvoir de se dématérialiser et de traverser les parois. Edmond Hamilton fera de l'œil de Jupiter la mer de feu qui abrite la fameuse prison. La planète Neptune sera rebaptisée Bama, où Flamme affronte Vrakar, un être aquatique ayant conçu une machine à transférer la pensée et se sert de cette dernière afin de conquérir la Terre, en transférant l'esprit des êtres aquatiques de cette planète mourante dans le corps des êtres humains. Saturne deviendra Ios, où l'équipe de Flamme est confrontée à l'empereur de l'immortalité, lequel fera le commerce de son élixir d'immortalité via des revendeurs de la source de vie. Une eau ayant la possibilité de faire rajeunir tout un chacun. Alors, que pensez-vous de mon petit produit miracle ? Mes 20 ans sont revenus, fini la peur de mourir. Mais au détriment d'une addiction, les rendant dépendants, sans quoi ils subissent un vieillissement accéléré, entraînant la mort. C'est ainsi que le Capitaine Flamme sera amené à enquêter afin de découvrir parmi certains suspects qui se cachent derrière l'empereur de l'immortalité. Car les aventures du Capitaine Flamme sont avant tout des enquêtes, le menant aux quatre coins de la galaxie dans un genre littéraire, le space opéra, où Edmond Hamilton donnera ses lettres de noblesse à ce style d'écriture et se disputera la paternité de ce style littéraire avec Edward Elmer Smith, dit Doc Smith, dont l'œuvre de ce dernier sera l'une des nombreuses sources d'influence de George Lucas pour son film Star Wars. Les droits de la série Captain Futur sont acquis par la société IDDH, dont le président Bruno René Huchès, dit BRH, se rend au marché international des programmes TV à Cannes afin de vendre la série Captain Futur.
et la propose à Jacqueline Joubert, directrice des programmes pour la jeunesse d'Antenne 2, qui décline l'offre avec une certaine véhémence, car le Capitaine Futur est également le titre d'une bande dessinée érotique éditée en 1979 sous le label Les Humanoïdes Associés et dont les auteurs sont Philippe Manœuvre et Serge Clair. C'est alors que BRH croise la route de Jean-Louis Guillot, président-directeur général de TF1. Et ce dernier est très intrigué par les ventes que réalise BRH auprès d'Antenne 2, notamment Goldorak, Candy et Sankukai. Et n'a pas d'équivalent sur sa chaîne TF1, hormis un programme que Jean-Louis Guillot produit, L'île aux enfants, Récréa 2 commence à lui faire de l'ombre, car Casimir ne fait pas le poids. Et il décide d'acheter la série Captain Futur afin de concurrencer Antenne 2. Mais il faut absolument changer le nom de la série. BRH et Caroline Guicheux, son assistante, vont alors rivaliser d'ingéniosité. Afin d'être raccord avec le F qu'arbore le Captain Futur sur sa ceinture, un qualificatif sort instinctivement, le Capitaine Flamboyant, dû à la couleur de ses cheveux. Capitaine Flamme sera évoqué, et le nom est raccourci en Capitaine Flamme. Ça y est, la série peut être enfin vendue à TF1. La cession des droits de diffusion est faite entre la société IDDH et la chaîne TF1. Pour un problème inhérent à l'exploitation de produits dérivés, BRH décide de prendre un pseudonyme au générique sous la forme d'un anagramme. Bruno Huchez deviendra Hubert Chonzu, lequel sera spécialiste des produits dérivés européens. Et ce dernier achètera les séries au Japon et sera le propre concurrent de BRH. C'est à la société de doublage Sophie Film que l'on confie le soin de produire l'adaptation et le doublage de la série. Cette dernière va s'entourer des meilleurs acteurs de doublage, dont Philippe Auguste, lequel incarnera la voix française du Capitaine Flamme. Et ce dernier sera directeur de plateau sur toute la série. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Pourquoi avez-vous capturé des vaisseaux? Sylvie Fay sera la voix de Johan Landor. Demandons autorisation d'entrée. Veuillez ouvrir l'écran énergétique pendant 20 secondes. Georges Atlas incarnera Krag. L'avenir, quand tu auras une question difficile, ne te fatigue pas à la poser à boule de gomme. Mala sera doublé par Albert Augier. Paré à passer de la première vitesse spatiale à la vitesse sidérale. Le professeur Simon Braille, quant à lui, est doublé par Serge Lorca. C'est exact. Je vais reproduire la scène comme je l'ai enregistrée. Ken Scott par Jackie Berger. Merci, capitaine, c'est formidable. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. René Harieux sera la voix du président Cachou. Il semble que les êtres humains redeviennent des hommes singes. C'est ça. Michel Gudin, quant à lui, sera la voix du narrateur de la série, à qui l'on doit cette voix si captivante. Le gouvernement terrestre a fait appel au service de Curtis Newton, surnommé le Capitaine Flamme, pour résoudre le mystère de la disparition de plusieurs cosmonautes. Dominique Paturel, quant à lui, sera le narrateur du texte d'accroche du générique de début. Mais contrairement à ce qui est dit dans la chanson, le Capitaine Flamme ne réside pas au fin fond de l'univers, mais sur la Lune. Appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le Capitaine Flamme. Jean-Jacques Debout est mis sur le coup afin de composer la musique du générique, laquelle sera de multiples reprises diffusée dans la série, se substituant ainsi à la musique originale de Yuji Ono. Et c'est son ami Roger Dumas qui est en charge d'écrire les paroles de la célèbre chanson « Le temps d'un week-end ». Le générique est interprété par Richard Simon, qui n'est autre que l'un des choristes de Jean-Jacques Debout. Le Capitaine Flamme pourrait s'apparenter à un super-héros. Bien qu'il n'ait pas de pouvoir surnaturel, mais il est doté d'une formidable intelligence, parlant près de 300 langues et dialectes. Il est également capable de réaliser des transplantations de cerveau, notamment dans la nouvelle Les Harpistes de Titan, et rivalise dans l'art de la débrouillardise, inventant des systèmes ingénieux afin de se sortir des situations les plus périlleuses. Le Capitaine Flamme, c'est aussi la vulgarisation scientifique, où l'on explique des phénomènes scientifiques simplement, notamment sur la réfraction de la lumière. Un procédé qui permet de réfracter les ondes lumineuses tout autour d'un corps humain. Et la personne qui se trouve derrière cet écran transparent devient alors invisible. Ainsi que la théorie des dimensions parallèles. Et voilà, ces deux objets sont séparés par le temps que l'on nomme la 4e dimension. Maintenant, ils peuvent occuper ensemble le même espace. Nombreux sont les sujets abordés par Edmond Milton, parmi lesquels le voyage dans le temps dans l'animé intitulé « Départ pour le passé ».
le passage d'une dimension à l'autre, la manipulation génétique dans l'épisode Au-delà des ténèbres. Je sais que le secret de l'évolution artificielle des êtres vivants qui vous a transformé en créatures hybrides repose dans un endroit connu des seuls initiés et appelé la caverne de vie. Le voyage au cœur des atomes, dans le secret des 7 pierres. La découverte d'anciennes civilisations perdues. Il devait sûrement s'agir d'une population qui vivait au fond des mers. Leur degré de civilisation semble avoir été d'un niveau très élevé. Le transfert de la pensée dans les 5 mines de gravium, thème récurrent chez Edmond Milton, qui sera le fruit en 1949 de l'un de ses autres romans phares, Les Rois des Étoiles. C'est cette diversité qui fait du Capitaine Flamme une série qui ne tombe jamais dans la monotonie. Nombreux sont les ennemis du Capitaine Flamme, parmi lesquels Ted Box, Un délégué d'une planète étrangère apporterait encore plus de poids à vos affirmations. John Waldin, Voilà qui est parfait. D'ailleurs, notre présence sécurisera cette chère Laura, n'est-ce pas? Tu vas Kinskipo, voir comment je traite les espions. Calhoun, qui n'est autre que le fils de l'assassin des parents du Capitaine Flamme. C'est très gentil de votre part de nous l'avoir apporté. Vous nous épargnez le voyage. Le roi Lulstan, Ne vous inquiétez pas pour ça, nous avons le temps de trouver une solution. le roi Korok, Mais je n'ai pas le droit de les laisser parvenir jusqu'au créateur universel. Vracar, Peut-être les femmes, mais tu changeras peut-être d'avis après la scène que tu vas voir. le professeur Zaro, La vie des milliards d'êtres qu'il est censé protéger. Il se moque complètement de leur sort. Kim Ivan, devons principalement à vos connaissances et à votre intelligence. Morenos, Tu veux dire que je ne pourrais pas m'occuper du Capitaine Flamme? le roi Nous Sorix, ne faisons que réaliser la volonté de l'être suprême qui nous a demandé de capturer le plus grand nombre de vaisseaux. Queldel, Différent des autres terriens que nous avons capturés. Norton Logiquement, même le Capitaine Flamme n'a plus aucun moyen de nous rattraper sur de si grandes distances. et le roi Mou. Le délégué de Tarust et emprisonnez-le. La série est diffusée le 7 janvier 1981 sur TF1, dans le cadre de l'émission Les Visiteurs du mercredi. Et le succès est au rendez-vous. Les vignettes de l'album Panini s'échangent dans les cours de récré, et de multiples produits dérivés voient le jour, notamment des disques et des bandes dessinées. Le succès de la série est tel qu'elle sera diffusée à de multiples reprises sur les chaînes françaises de TF1 à M6, en passant par Canal J. Il existe un épisode spécial intitulé « L'ultime course à travers le système solaire ». Les voix ne sont plus les mêmes que dans la version originale française. Capitaine Flamme! Tu me surprendras toujours, John. Ils ont réussi à voler le Cyberlab. Ce sont probablement les mêmes qui ont fait disparaître tous les autres vaisseaux. Et comme ça, ils nous empêchent de réaliser nos plans. Il faut les rattraper. Capitaine, je m'inquiète pour ma life, rigolo. Frôlant parfois l'amateurisme. Alors, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette ridicule petite peluche rose qui te suit partout, hein, c'est ça? Et la bande-son a été revisitée et amputée de la majorité des musiques signées Yuji Ono. Concernant le générique de fin, on est en attente de se demander ce que viennent faire ces images où l'on aperçoit un chien courant aux côtés d'un grand bi. C'est tout simplement un hommage que les Japonais ont voulu rendre à l'enfance de l'écrivain américain Edmond Hamilton. Le Capitaine Flamme, empreint de nostalgie, regarde à travers le hublot du temps l'enfance de son créateur, Edmond Hamilton. Né de parents fermiers en 1904 et élevé dans l'Ohio, et qui, à la force du poignet, a pu échapper à son premier travail dans les chemins de fer de la Pennsylvanie, au travers des romans qu'il a écrits et qui ont alimenté l'imaginaire du jeune public durant plusieurs décennies.